C'est avec beaucoup de plaisir que je vais ouvrir cette seconde conférence du professeur Céline Van Eekhout. Deuxième conférence pour cette chaire du Québec qui a déjà 4 ans, on va dire. On a construit cette chaire en 2000. Elle a commencé en 2019, ça fait 4 sessions en tout cas. Et son but est de faire connaître la science québécoise et donc de profiter des grands prix du Québec, qui sont une institution, je dirais, au Québec, et de choisir parmi les lauréats et les lauréates de ce grand prix du Québec, l'une ou l'autre qui pourrait venir en Belgique et tisser ainsi des relations entre la science québécoise et la science qui se mène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ceci répond à la mission de plateforme d'échange qu'est l'Académie. Et je dois dire que Céline Van Eekhout est en elle-même une plateforme d'échange, puisqu'elle est née en Belgique, elle est née à Gand, et elle mène sa carrière, comme vous l'imaginez, au Québec. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et je prie ceux qui étaient là hier de bien vouloir m'excuser pour certaines redites, mais je voudrais quand même vous retracer quelques éléments de la carrière de Céline Van Eekhout, qui travaille, vous vous en doutez, dans le domaine de l'ingénierie des procédés verts et des bioraffineries, et plus particulièrement sur la récupération de ressources valorisables à partir des matières résiduelles et évidemment des eaux usées. C'est le sujet des 2 conférences qu'elle nous offre au Collège Belgique. Et dans la biographie de Céline Van Eekhout, on découvre que la nature la passionne depuis son plus jeune âge et qu'elle a toujours, je cite, voulu protéger l'environnement. C'est ce qu'elle fait admirablement bien. Elle est devenue ainsi bio-ingénieure spécialisée en technologie environnementale. Et puis elle arrive au Québec en 2013, je pense, et elle est nommée en juin 2021 professeure agrégée à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Elle a mis sur pied, elle dirige actuellement une équipe de 16 chercheurs, une petite vingtaine de chercheurs, et en 2016, elle crée un laboratoire de recherche qui est unique au Canada et qui permet de simuler à petite échelle la récupération des biogaz et des engrais biosourcés, le tout en mettant à contribution des partenaires, et c'est extrêmement important, des partenaires du milieu municipal, du milieu local et des entreprises privées pour stimuler la transition vers une économie circulaire qui serait axée sur les bioressources. Sa production scientifique et son leadership international lui ont valu une chaire de recherche au Canada en récupération des ressources et ingénierie des bioproduits, ce qui lui a permis de figurer parmi les plus jeunes titulaires des chaires au Canada. Et je vous épargnerai ces très nombreuses publications qui souvent constituent des références pour plusieurs organismes gouvernementaux au Québec, mais aussi en dehors du Québec. Les résultats de ces recherches ont mené à l'invention ou à l'optimisation de procédés et de logiciels qui sont d'ores et déjà commercialisés ou en voie, j'appuie sur son PowerPoint, mais on pourra le rectifier, ou en voie de l'être. Céline Van Eekhout est une figure, vous l'aurez compris, de la recherche engagée. Un engagement dans des défis environnementaux, un engagement dans l'enseignement aussi, qui lui tient particulièrement à cœur, dans la communication scientifique, et vous avez déjà pu vous en rendre compte hier, nous nous en rendrons compte encore aujourd'hui, et notamment à des expositions, dont une au Musée de la Civilisation à Québec, qui est un musée extrêmement dynamique et très original. Je me permettrai de terminer cette courte présentation en soulignant que Céline Van Eekhout, en plus de cette carrière scientifique extraordinaire, adore les chiens,
la course en sentier, la voile, le ski, le piano et la peinture. Vous voyez, c'est dire que celle qui travaille dur pour préserver notre planète, pour la rendre éco-intelligente, le fait aussi et surtout par amour de la vie. Donc c'est un grand honneur et un très grand plaisir de l'accueillir pour cette seconde leçon au Collège Belgique. Et je cède la parole à Céline. Merci beaucoup pour cette belle introduction. J'ai en effet 3 chiens, ça fait de la vie à la maison. Donc, merci aussi au Collège Belgique puis à la délégation de Québec à Bruxelles pour cette invitation. Donc, c'est une très belle expérience pour moi de retourner aussi aux sources puis de pouvoir en fait de voir en fait qu'est-ce qui se passe en Belgique actuellement puis de pouvoir collaborer potentiellement plus tard avec des universités francophones aussi ici. Ce soir, moi, je vais parler plus sur la valorisation des matières organiques résiduelles, donc de la toilette à l'assiette, comme vous voyez là-bas. Hier, c'était plus axé sur l'eau. Là, je vais plus me concentrer sur justement les matières résiduelles. Voilà. Mais si vous voulez discuter sur l'eau encore, dans les discussions après, ça peut revenir aussi. Donc, moi, je suis Céline Van-Écotte, donc je ne vais pas me réintroduire, mais je suis chaire de recherche du Canada en récupération de ressources et ingénierie de bioproduits. Donc, on travaille vraiment sur la récupération d'énergie, de l'eau et des nutriments à partir de matières résiduelles et des eaux usées. Donc, ce soir, plus matières résiduelles. Alors, le plan de la présentation, donc je vais commencer brièvement à dire qui sommes-nous. Puis là, nous, je veux dire mon équipe de recherche BioEngine. Je vais parler sur le pourquoi est-ce qu'on va valoriser les résidus. Là, on va se concentrer un peu plus sur la biométhanisation. Puis ceux qui étaient là hier, mais je ne connais pas beaucoup de visages, mais ceux qui étaient là hier, on va aller un peu plus loin dans qu'est-ce qu'on peut faire avec les sous-produits puis tout. Là, je vais parler de quelques technologies alternatives qui sont intéressantes également, les défis actuels et quelques innovations qu'on fait dans mon équipe actuellement pour justement attaquer ces défis-là. Puis pour finir avec un message à retenir. Donc ça a l'air beaucoup, là, mais en tout cas, on va aller graduellement, puis ça va bien aller. Alors, qui sommes-nous? Donc, on est l'équipe de recherche sur l'ingénierie des procès verts et des bioraffineries. Donc, on est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent justement sur la récupération de ressources à partir des eaux usées et des matières résiduelles. On a des étudiants au doctorat, on a des étudiants à la maîtrise, on a des postdocs aussi, surtout là parce qu'en fait, je suis en congé de maternité actuellement, donc ça fait bien d'avoir quelques chercheurs auxquels on peut déléguer certaines choses, disons. Si vous voulez nous suivre davantage, donc on a une page Facebook aussi de l'équipe. Puis moi-même, je suis assez active aussi sur LinkedIn, donc juste mon nom, Céline Van-Écotte. Je ne pense pas qu'il y en ait 2 avec un nom comme tel. Mais donc, vous pouvez nous suivre aussi là-bas. On fait régulièrement des posts sur nos recherches. Alors, nos activités de recherche sont concentrées sur les technologies environnementales et donc, comme j'ai dit, plus spécifiquement récupération et recyclage des ressources pour produire des bioproduits, donc énergie ou produits chimiques biosourcés, par exemple des bioengrais, donc sur lesquels je vais parler un peu aujourd'hui. On fait de l'expérimentation en laboratoire, en pilote, mais aussi en pleine échelle. Donc, c'est souvent en partenariat avec l'industrie ou avec les municipalités, donc pour vraiment attaquer des problèmes concrets. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la biométhanisation pour ce soir, parce que c'est un problème c'est un sujet d'actualité, disons, aussi ici à Bruxelles, comme j'ai compris aujourd'hui. À part de l'expérimentation, on fait aussi la modélisation des procédés, justement pour les rendre plus verts et pour les rendre plus durables, donc réduire l'impact économique, l'impact environnemental et aussi l'impact social. Alors, dans ce contexte, on produit également des outils d'aide à la décision, justement pour aider les industries et les municipalités, donc pour avoir vraiment un outil qui est facile à utiliser aussi par eux-mêmes. Tout ça axé justement dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des déchets.
Alors, si on parle de la transformation de résidus en bioproduits, donc ici, je montre quelques exemples. Donc, le biogaz, on va en parler aujourd'hui. Bon, je vais pas encore aller dans les détails, mais on parle aussi, par exemple, de biodétergents qu'on peut aller récupérer à partir de nos matières résiduelles, de nos eaux usées. On parle aussi, par exemple, des microalgues ici, comme on voit. Les microalgues, on peut pousser en utilisant nos résidus. Puis, on peut valoriser ces microalgues-là comme biocarburant ou comme alimentation pour des animaux, par exemple. On a aussi des bio-engrais. Donc là, je vais me concentrer sur ce sujet plus ce soir. Puis ici, je montre une batterie lithium-ion. Parce qu'on est en train de regarder actuellement aussi est-ce qu'on ne peut pas récupérer le phosphore, qui est un élément important pour la vie, donc pour nous, pour l'alimentation, donc c'est dans les lipides, mais aussi on le trouve dans nos cellulaires, donc c'est un peu partout dans notre vie en fait, mais aussi donc dans les électrodes de batteries lithium-ion. Donc là, on regarde si on ne peut pas récupérer le phosphore à partir de nos matières résiduelles pour vraiment l'intégrer dans la production des électrodes et donc rendre cette fabrication plus durable aussi. Alors, c'est juste quelques exemples de produits qu'on peut aller chercher. Comme j'ai mentionné, on travaille pas seulement dans le laboratoire, aussi sur le terrain, donc vraiment avec les industries. On va les accompagner jusqu'à l'implémentation en fait de la technologie en phase démonstration. Puis, on fait aussi de la modélisation mathématique et il y a une belle synergie en fait entre les deux parce qu'on utilise les données expérimentaux pour nourrir nos modèles mathématiques, des procédés, puis en même temps, nos modèles, on va les utiliser pour simuler des scénarios futurs, par exemple. Donc, si la population va grandir, comment est-ce qu'on peut, justement, est-ce que la capacité va être suffisante? Est-ce que c'est toujours la bonne technologie? Donc, il y a vraiment une belle synergie entre les deux. Et ainsi, le but, c'est donc vraiment de développer et optimiser ces procédés de récupération avec un accent sur la qualité des bioproduits. Donc, dans notre équipe, c'est vraiment central, c'est la qualité parce que, avant, on voulait surtout se débarrasser des matières résiduelles, on veut se débarrasser des eaux usées. Mais là, si on veut aller récupérer des ressources, il faut aussi être capable de les commercialiser par la suite, sinon, sinon ce ne serait pas rentable. La qualité, c'est très important parce que, comme on va voir tantôt, si on va produire un bio-engrais, si les agriculteurs, si on veut les convaincre de l'utiliser, on doit avoir la même performance que les engrais qu'ils utilisent actuellement, en fait. Donc, il va falloir le prouver aussi. Ici, juste brièvement, quelques équipements, en fait, dans notre laboratoire. On a des bioréacteurs, donc des réacteurs de biométhanisation à petite échelle, comme on voit ici, avec lesquels on peut simuler des procédés de biométhanisation à grande échelle. On a aussi des pilotes de biométhanisation. Donc, moi, ici, je suis en train d'alimenter un petit pilote de biométhanisation avec lequel on peut suivre en continu, en fait, la production de biogaz et d'engrais. On a ici, ça c'est un pilote pour récupérer le phosphore, justement, avec lequel on vise la production de phosphore pour les batteries. Ici, un petit pilote pour la récupération d'azote. Ça, c'est un pilote de compostage. Je vais parler brièvement là-dessus aujourd'hui aussi. Ça ici, c'est un granulateur. Donc, si on vise cette qualité de produit, parfois, par exemple, pour les engrais, on a besoin d'atteindre une certaine taille de particules. Donc là, on peut jouer avec la taille, on peut mélanger différents produits qu'on va récupérer pour arriver à vraiment une formulation qui devient intéressante pour les agriculteurs. Et ici, on a, ça c'est plus pour les eaux usées, mais on a des stations de suivi à pleine échelle. Donc, si on va aller installer un pilote à quelque part, on peut mesurer justement la performance à pleine échelle de nos technologies. Assez sur nous. On va rentrer plus dans le cœur de la présentation ce soir. La valorisation des matières résiduelles, pourquoi est-ce que c'est important? Juste pour vous réveiller un
petit peu. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Des quoi? J'ai entendu quelque chose. Ouais. On va zoomer un peu. Non. C'est les 426 000 téléphones portables jetés chaque jour aux États-Unis. Donc, c'est des chiffres des États-Unis, là, parce que là, ils ont fait les études. Mais jetés, donc non recyclés, on veut dire ici. Donc, jetés dans les poubelles, genre. Donc, j'en ai un autre. Qu'est-ce que c'est? Des mégots. Et quoi? Des mégots de cigarettes. Un peu plus proche. Il y a plus facile, par contre. Vêtements. Et quoi? Vêtements. Ouais, plastique, j'entends plastique, oui. C'est 66 000 sacs de plastique jetés toutes les 5 secondes, aux États-Unis seulement. Puis un dernier, ce n'est pas une image, donc... Lui, il est plus facile, non? C'est des canettes? Oui, des canettes. 106 000 canettes d'aluminium jetées dans les poubelles toutes les 30 secondes aux États-Unis. Donc c'est des chiffres comme assez choquants quand même. Là. Et le résultat de ça, c'est qu'on a une pollution des eaux, mais aussi du sol, aussi des gaz à effet de serre, donc tout ce qui vient avec cette pollution environnementale, en fait. Donc notre monde actuellement, bon, on le sait bien, là, on a quand même certains problèmes, puis il y a beaucoup non seulement de chercheurs, mais il y a beaucoup d'actions quand même actuellement en cours pour faire quelque chose. Donc, le message est clair. Save the Earth, it's the only planet with chocolate. Donc, ça, c'est ma pauvre blague belge que j'utilise d'habitude à Québec, là, mais je voulais quand même la garder. Mais non, mais c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Et donc l'économie circulaire, par exemple, ça offre des solutions et c'est là-dessus qu'on va parler. Je vais brièvement vous introduire à la stratégie québécoise de gestion des déchets dans ce contexte, parce que le Québec vise vraiment de réduire justement la production de déchets, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui résultent justement des matières résiduelles qu'on a. Tout d'abord, on a le principe des 3 RV. Et les 3 RV, c'est réduire, réutiliser, recycler, valoriser. Donc ici, j'ai réutilisé un petit peu les diapos de la campagne en fait, qu'on a faite au Québec. C'est une campagne de conscientisation. Parce qu'actuellement, 85% de ces déchets en fait, pourraient et devraient être réutilisés, recyclés ou valorisés. Donc, on peut vraiment faire mieux encore de ce qu'on fait actuellement. Donc, avec réduire, donc juste pour donner quelques exemples, donc, les bouteilles en plastique, donc on pourrait facilement le remplacer par des bouteilles réutilisables. Si on regarde dans les supermarchés, donc, on a aussi, donc, par exemple, bon, moi je suis toujours choquée si les paprikas ou les poivrons, s'ils sont emballés chacun individuellement. Là. C'est là aussi pourquoi c'est nécessaire. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est simplement quelques exemples aussi des ustensiles en plastique. Il existe maintenant des ustensiles qu'on peut emporter un peu partout, là. Avec notre boîte à lunch. Donc, si ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser et éviter justement la production de plastique à la base? Donc ça, c'est la priorité au Québec actuellement, c'est vraiment de réduire là où on peut. Évidemment, on ne peut pas tout... en tout cas, il y aura toujours des matières qui sont en circulation. Donc la deuxième catégorie dans la hiérarchie, c'est le réutiliser. Donc, si on ne peut pas réduire, donc on peut peut-être réutiliser. Et là, on pense, par exemple, aux batteries qui peuvent être réutilisables. Donc, comme j'ai dit, les bouteilles réutilisables, les boîtes à lunch réutilisables. Et aussi, on peut penser, donc on voit de plus en plus dans les grandes villes, par exemple, des armoires de partage. Ça se fait déjà pas mal pour les livres, mais là, pourquoi pas le faire pour d'autres objets aussi. Donc, des objets dont on n'a plus besoin, peut-être quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc, on peut laisser quelque chose puis amener d'autres choses qui nous intéressent, par exemple.
Donc tout ça, ça devient de plus en plus en fait, important et intégré dans les villes aussi, ce genre de concept. Alors, après ça, vient recycler. Donc, si on ne peut pas réduire et réutiliser, donc, on pourrait voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut recycler. Et là, donc, par exemple, les bouteilles en verre, donc ça, c'est déjà pas mal implémenté. Donc, ça peut en fait être recyclé à l'infini. Les bouteilles en verre, on peut continuer à les recycler. Puis, par exemple, donc, ça peut être étonnant, mais avec, bon, pour donner une idée, avec les bouteilles en plastique, on pourrait faire facilement un polar en lin. Donc, c'est possible. Puis aussi, donc, juste pour donner une idée, avec les canettes, si on a 670 canettes, j'ai fait un petit calcul, on peut faire un cadre de vélo. Donc, tu sais, il y a quand même des choses qu'on peut faire, puis il existe quand même, en tout cas, on commence à voir dans les grandes villes vraiment, tu sais, pas seulement, tu sais, des cafés de réparation, par exemple, mais aussi là où on va vraiment, tu sais, bricoler pour recycler certaines choses et aller chercher certains éléments. Donc, c'est quand même une évolution intéressante. Puis là, donc finalement, si on ne peut pas recycler, ben, on peut penser à valoriser, puis c'est là-dessus surtout qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est plus sur les déchets, par exemple, les déchets alimentaires, les déchets organiques, qui, donc, en fin de vie, bon, on peut pas nécessairement réutiliser les déchets alimentaires comme tels, mais on peut quand même aller chercher l'énergie qui reste là-dedans aussi. Donc, en moyenne, donc 20% du poids des déchets des écoles est constitué de nourriture, justement. Et au Québec, il y a vraiment une grande tendance à faire quelque chose avec. Bon, on est poussé, en fait, par les réglementations pour justement le valoriser. Et si on parle de valoriser, donc ici, on voit une petite unité de compostage, mais aussi biométhanisation. Donc, ça, c'est dans la catégorie donc, de valorisation. Ici, on parle donc de matière organique résiduelle valorisable, donc ça devient un peu long, mais on parle donc de matière organique, donc c'est tout ce qui est déchets alimentaires, déchets de ménage, mais aussi, par exemple, des déchets agricoles, donc des lisiers et fumiers. On a aussi beaucoup de déchets organiques industriels, donc des industries agroalimentaires, la production de vin, déchets des abattoirs, des cantines, des restaurants, les gadous de fosses septiques, donc tombent aussi dans cette catégorie, les déchets de jardin et les boues d'épuration. Donc, c'est quand même tout ce qui est de la matière organique résiduelle, donc on peut le valoriser en fait. Puis, juste pour donner donc une idée, c'est quoi les boues d'épuration, parce que pas tout le monde est familiarisé avec, donc j'en ai parlé plus hier, mais quand on a un traitement des eaux usées, donc les eaux usées domestiques par exemple, d'habitude on se concentre vraiment pour avoir des eaux traitées à la fin, donc pour pouvoir décharger les eaux. Mais il y a aussi un flux qui sort et dans lequel, en fait, les polluants sont concentrés. Donc, c'est un flux qui contient de la matière organique, qui contient des nutriments, donc qui est, en fait, très riche en ressources qui nous intéressent. Actuellement, ce flux-là, il est surtout éliminé, donc ça veut dire incinéré ou enfoui, et on ne fait rien avec. Donc ça cause des gaz à effet de serre aussi. Donc là, il y a vraiment une tendance vers la valorisation de ce déchet-là parce que les quantités sont énormes. On se comprend bien, donc c'est toutes les résidus humains. Donc, quand on va aux toilettes, justement, c'est le titre de la présentation, mais ça devient une boue. Donc, c'est pas disparu, là, mettons. Actuellement, ça va aussi d'enfouissement, puis l'incinération aussi. Donc, alors, la réglementation au Québec pour ce genre de produits, donc aussi les déchets alimentaires. Donc, avant, on faisait l'incinération et l'enfouissement. Mais là, donc, le gouvernement a mis sur place un nouveau programme de traitement de ces matières organiques par biométhanisation et compostage. Donc, c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, donc le MELCC, c'est ça, qui a mis ce programme sur place vraiment, en fait, pour réduire les gaz à effet de serre provoqués par ce genre de résidus. Donc, il faut vraiment les valoriser, soit par biométhanisation ou compostage. En fait, on peut implanter une autre technologie aussi, c'est juste que ces deux technologies-là, ils sont subventionnés par le gouvernement.
actuellement. Donc, on voit une nombre croissance de ce type d'installation au Québec. Donc, ça, c'est une carte très récente parce que je l'ai allée chercher avant mon départ ici. Donc, on voit toutes les petites boules en bleu, c'est les usines de compostage opérationnelles. Donc, ici, c'est la ville de Québec. Ici, c'est Ottawa, donc pour se placer un peu. Donc, Montréal est ici, là. Les petites boules en orange, c'est les usines de compostage en développement. Les carrés en bleu, donc comme on voit ici, c'est les usines de biométhanisation opérationnelles. Puis ici en orange, c'est en développement. Donc, on voit dans les grandes villes, on se lance plus en biométhanisation, tandis que dans les petites villes, on va plus en compostage. Donc, je vais expliquer tantôt un peu comment faire la prise de décision dans ce contexte-là. Donc, on voit à la ville de Québec, donc ici, c'est déjà en bleu. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en bleu, mais en fait, elle devrait être opérationnelle déjà, mais elle va l'être à la fin de l'année. Donc, ils ont eu quelques retards. Je vais en parler un peu plus tantôt parce qu'on est très impliqués dans ce projet-là avec notre équipe de recherche. Puis la ville de Rimouski, qui est une grande ville aussi, hein, pour ceux qui ont déjà été au Québec. Donc, eux, ils sont quand même très reconnus pour leurs bonnes pratiques de compostage, donc pour donner une idée. Alors ici, on est en Belgique aujourd'hui, là, mais on voit la tendance aussi. Là, on avait une réunion cet après-midi justement sur le projet de biométhanisation ici à Bruxelles aussi. Donc, on voit les mêmes tendances en fait un peu partout dans le monde actuellement. Donc, alors, ce fameux procédé de biométhanisation, donc si on en parle un peu plus, donc il y a peut-être des experts dans la salle, peut-être pas, donc je vais quand même expliquer un peu la base. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment convertir les déchets organiques en bioénergie et en engrais biosourcés. Je me concentre sur les engrais parce qu'on est le plus évolué dans les engrais, mais on pourrait aller retirer aussi d'autres bioproduits. Donc, avant de venir à Bruxelles, j'étais à Copenhague au World Water Congress, donc la conférence mondiale sur l'eau. Puis là, je voyais, en fait, c'est une entreprise belge, mais qui avait fait une bière aussi, donc basée sur des résidus, en fait, après la biométhanisation. Donc, on peut faire toutes sortes de choses. J'ai aussi vu des boucles d'oreilles qui, à partir du cellulose qui a été retiré du digestat. Donc, il y a différentes choses qui sont vraiment en développement qui peuvent être intéressantes. Mais donc, le plus implanté actuellement, c'est vraiment les bio-engrais. Puis, notre équipe de recherche aussi se concentre, c'est spécialisé le plus dans les engrais, en fait. Ces différents types de déchets organiques, en fait, on va les introduire dans un réacteur fermé. Et là, c'est des micro-organismes qui font le travail. Donc, en fait, c'est un peu le comparer avec un estomac d'une vache. Donc, il y a une fermentation qui a lieu. Donc, c'est des réacteurs, on n'ajoute pas d'oxygène, c'est juste un procédé biochimique. Donc, la microbiologie fait le travail. D'habitude, on va chauffer un peu jusqu'à 37 degrés à peu près, donc pour avoir vraiment un bon environnement pour la croissance de ces micro-organismes-là. Tout comme une vache, on peut le comparer avec ça, mais ces réacteurs vont comme péter, c'est là les gaz qui sont produits. Donc, pour le vulgariser beaucoup, là, mais c'est là les biogaz qui sont produits qu'on peut valoriser par la suite. Donc, je vais donner quelques exemples de valorisation. Mais il existe aussi un sous-produit encore, et ça a été quand même un grand défi, je dirais les 20 dernières années, pour trouver justement qu'est-ce qu'on peut faire avec les digestats. Parce que quand j'étais encore ici en Belgique, j'avais travaillé dans un des premiers projets de biométhanisation pendant mon projet de baccalauréat, en fait, dans une des premières usines ici en Flandre. Puis, le défi, c'était vraiment le digestat, parce que quand on produit le biogaz, on peut le valoriser par la suite comme électricité ou autre. Mais si on n'est pas capable de valoriser ce digestat, c'est difficile de le rendre rentable, en fait, parce que c'est un coût aussi pour le disposer par la suite. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur ce digestat-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait? Donc, alors, si on regarde plus en détail d'abord la valorisation du biogaz, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, il y a différentes choses.
D'abord, on pourrait le valoriser, on pourrait le transformer complètement en chaleur, en fait. Et ainsi remplacer l'énergie thermique. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour chauffer les bâtiments, pour sécher les engrais, si c'est une voie qu'on envisage, ou pour alimenter une chaudière. Puis ce qu'on commence à voir aussi, c'est qu'on va installer des serres, en fait, sur le toit de l'usine de biométhanisation. Donc, c'est un souhait de la Ville de Québec aussi, d'ailleurs, pour vraiment pousser les plantes avec des digestats. Puis, si on veut le faire l'hiver, ça prend de la chaleur, surtout au Québec. Là. Donc, de récupérer cette chaleur-là pour justement chauffer ces serres, d'avoir aussi l'alimentation locale l'hiver, en fait. D'ailleurs, bon, ça va un peu loin, mais ça peut aussi augmenter le rendement des légumes de serre, surtout si on va utiliser le flux de CO2 qui est produit aussi. Donc, parce que, bon, j'en ai pas parlé, mais le biogaz qu'on produit, en fait, c'est à peu près 60% de méthane. Donc, c'est le composé principal du gaz naturel. Mais il y a aussi une 40% de CO2 qui reste. Et ce flux-là, en fait, c'est l'objet de beaucoup de recherches actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce CO2? Parce que le méthane, on sait comment le valoriser. Ce CO2-là, on peut le capter aussi. Puis, par exemple, ça c'est un exemple, là, mais l'utiliser, l'injecter dans les serres pour augmenter le rendement des légumes en serre. Donc, pour donner une idée, donc, les bouts d'une station, par exemple, à la Ville de Québec, donc, ça pourrait produire 15 000 litres de propane par jour. Donc, bon, si on pense au barbecue, donc on peut en faire là, de barbecue avec ça. Et avec le lisier de 1500 porcs, donc ça peut remplacer à peu près 700 litres de propane par jour. Donc, c'est largement suffisant justement pour devenir autonome à la ferme, par exemple, aussi, là. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est de le valoriser comme électricité ou gaz. Ici, donc, une station à la Ville de Québec, par exemple, pourrait fournir de l'électricité pour à peu près 3600 ménages. À la Ville de Québec, donc, on envisage le gaz. Donc, on va injecter le gaz, le méthane, dans le réseau d'énergie, donc dans le réseau de gaz naturel. Donc, on a une entente avec eux. Ici, en Europe, donc, c'est plus axé sur l'électricité ou une combinaison d'électricité et chaleur parce qu'on a d'autres défis. Ici, si on regarde nos factures d'énergie en Belgique actuellement, bon, j'étais chez mon frère, donc je comprends bien que si on peut devenir plus autonome, donc ça peut être très intéressant. Ici, c'est vraiment axé sur plus les usines sur la production d'électricité, tandis qu'au Québec, on a l'hydroélectricité qui est quand même déjà assez verte. Voilà, donc on va plus se concentrer sur le gaz, en fait. Là, l'électricité, on s'entend bien, on peut l'utiliser d'abord dans l'usine lui-même, donc pour devenir autonome d'usine de biométhanisation, mais aussi dans les maisons, les fermes, si c'est la biométhanisation à la ferme. Puis donc, développer vraiment une bioéconomie régionale. Donc, le but, c'est vraiment de devenir autonome. Donc, ce genre de système aussi, on commence à voir dans des régions plus décentralisées. Par exemple, dans le nord, au Québec aussi, donc, on est en train de voir si on peut implanter une telle usine là-bas pour les rendre plus autonomes. Finalement, on peut faire la cogénération aussi. Donc, ça, c'est produire de l'énergie, en fait, produire de la chaleur et de l'électricité en même temps. Puis, c'est ça le plus souvent qu'on va faire ici en Belgique pour valoriser, en Europe, je dirais, pour valoriser le biogaz. Sinon, dernièrement, on a aussi le carburant. Donc, on pourrait le transformer en carburant. Puis, comme règle de plus, donc, on dit toujours comme 1 kg de matière résiduelle, ça pourrait donner 1 km en voiture. Donc, c'est vraiment une règle de plus assez brute, là. Voilà, on le fait déjà. Donc ici, on voit une voiture au biogaz en Allemagne. Puis, si vous avez déjà été en Suède, donc ici à Stockholm, il y a des biogaz bus, des bus qui utilisent le biogaz. Donc ça, c'est au niveau des biogaz. Donc, plein de choses qu'on peut faire avec. Puis, aussi déjà bien implantée. C'est une technologie qu'entre-temps qui est quand même assez connue. Alors, plus au niveau des digestats,
Donc le sous-produit qui reste, donc ça ressemble un peu à ça. Donc on se comprend bien si on regarde dans... j'espère que ça ne ressemble pas à ça si vous regardez dans la toilette, mais je veux dire, on se comprend bien que ce n'est pas quelque chose de très propre. Donc si on veut le valoriser, ben voilà, donc il faut trouver d'autres stratégies pour le valoriser. Donc parce qu'on ne peut pas l'appliquer en fait comme tel sur le terrain. Il y a le défi, en tout cas il y a plein de réglementations, mais il y a le défi des odeurs, il y a on a des réglementations sur les métaux lourds, on a des réglementations sur les micropolluants, sur les polluants en fait. Les antibiotiques, puis des choses comme ça. Donc, on veut s'assurer que c'est un produit sécuritaire, en fait. Donc, aussi au niveau des bactéries, oui, c'est ça le mot que je cherchais. Puis ici aussi, donc, juste une petite anecdote, mais on voit que quand ça sort de la biométhanisation, on voit quand même que c'est assez vivante. Donc ici, on voit des petites boules, donc c'est vivante, donc il y a encore de gaz qui est produit. Puis, une petite anecdote là, pour vous réveiller aussi, mais nous, dans le laboratoire, parfois, on travaille avec des gros bidons justement de ce digestat-là, si on utilise dans nos pilotes. Puis là, ça fait pas longtemps, mais on avait un bidon fraîche dans le laboratoire, puis c'était un nouveau étudiant au doctorat qui n'était pas familiarisé à travailler avec. Il avait reçu son bidon, puis il l'avait laissé dans le laboratoire. Puis là, le lendemain, il retourne, puis vraiment, le couvercle était comme 10 mètres plus loin. Donc, ça a sauté, puis le labo était... Bon, il y a eu une explosion, en fait. Mais si on travaille avec le digestat pendant 10 ans, c'est sûr que vous l'avez eu dans votre visage au moins une fois. Là. Donc, c'est ça. Mais donc, tout pour dire, bon, c'est quand même... ça a été un gros défi, mais aussi beaucoup de plaisir pour les ingénieurs. Donc, ici, on voit moi-même, avec des produits qu'on avait récupérés donc, sur le terrain. Donc, pendant mon doctorat, j'ai fait plusieurs choses. Là, j'ai travaillé sur les technologies, mais j'ai aussi eu l'occasion de vraiment travailler sur le terrain avec les engrais qui étaient récupérés pour justement les comparer avec des engrais synthétiques, des engrais qu'on utilise actuellement. Donc, en fait, avec ce genre de digestat, donc je ne vais pas entrer dans le détail des technologies, mais on va aller chercher, on va aller les transformer en des bio-engrais concentrés, comme on voit ici. Donc ici, c'est une fraction solide en fait qui a été récupérée, donc qui a été granulée. Mais ici, donc ça, c'est plus un défi. Donc, c'est une cristallisation qui a eu lieu donc pour produire le struvite. C'est le magnésium ammonium phosphate. Donc, j'en ai parlé un peu hier aussi. Mais c'est un engrais très intéressant pour l'agriculture parce que cet engrais-là va libérer ces nutriments lentement dans le sol. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas seulement l'avantage de les récupérer à partir de nos ressources, à partir de nos matières résiduelles, mais en même temps aussi, on va donc éviter en fait la perte de nutriments dans l'agriculture. Donc, qui ici aussi, donc avec les nitrates, puis tout ça, la réglementation stricte, donc ça peut être très intéressant là, comme pour remplacer en fait les engrais synthétiques qu'on utilise actuellement. Ça, c'est un autre type d'engrais aussi. Ici, on voit donc plus un engrais liquide qu'on peut aller produire. Donc ici, c'est le sulfate d'ammonium. Donc ça aussi, c'est un engrais très intéressant. Donc c'est un des engrais en fait le plus utilisé au monde, un engrais azoté, qui est d'ailleurs déjà bien utilisé ici en Flandre. Donc je connais des fermes en fait ou des groupes de fermes qui ont une usine de biométhanisation pour traiter leur surplus de lisier. Puis, à partir des digestats, donc ils utilisent évidemment l'électricité pour leur ferme, mais à partir des digestats, ils vont récupérer ce genre d'engrais, puis ils deviennent complètement autonomes, en fait, donc au niveau de la ferme. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils ne sont plus dépendants du marché des engrais, donc ils peuvent vraiment travailler avec leurs propres produits. Et ici, donc, voilà, d'autres exemples de microalgues que j'avais donné tantôt. Alors, les bénéfices environnementaux de tout ça, donc encore une fois, c'est une règle de plus, mais si on va valoriser 100 tonnes de matières résiduelles,
Donc, on peut, de matières résiduelles organiques, donc déchets alimentaires ou boue. Donc, on peut éviter les émissions de CO2 de 30 voitures pendant une année. Donc, pour donner une idée, donc, à la ville de Québec, par exemple, on a 200 000 tonnes qu'on va traiter dans l'usine maintenant, donc par année. Donc, ça donne quand même, je pense qu'il prévoit d'avoir 5 000 voitures par année, en fait, de remplacer, en fait, les émissions. Donc, on a évidemment la réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est ça le but, justement, au Québec, de cette technologie-là. Donc, avec la production d'énergie verte, on va valoriser les déchets au lieu de les enfouir. Donc, les sites d'enfouissement, si on laisse les déchets là-bas, ça aussi, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, ça, là, on veut l'éviter aussi. On pourrait faire un carburant propre pour les véhicules. Ici, j'ai mis réduire les transports. Puis, pourquoi? Parce qu'actuellement, on importe beaucoup de phosphore. Donc, ici, en Belgique, mais aussi au Québec, donc on est dépendant en fait de Maroc ou de Chine pour justement certaines ressources, entre autres le phosphore. Donc, ces transports vont diminuer, on va être moins dépendante. Puis, donc, toute la pollution qui vient avec donc, va diminuer aussi. Parce que l'utilisation des engrais chimiques va diminuer aussi, justement. Comme j'ai dit, on pourrait réduire les émissions agricoles et dans nos essais sur le terrain, on a aussi vu qu'on peut qu'on peut augmenter l'efficacité au champ, donc augmenter les rendements en fait agricoles avec ce nouveau genre d'engrais, parce qu'on peut aussi, on est capable de plus s'ajuster sur les besoins des agriculteurs en fait, donc avec des nouveaux produits. Alors, autre bénéfice pour la communauté, évidemment, on a la prise en charge des déchets, on va hygiéniser des matières résiduelles, donc on n'a pas la problématique de la santé, en fait. Réduire les odeurs, qui peut être un grand défi aussi pour les sites d'enfouissement, par exemple. Autonomie d'électricité et de chaleur, puis création d'emplois dans une économie circulaire aussi, donc pour donner quelques exemples. Alors, un exemple concret, donc projet de la Ville de Québec. Donc là, c'est une capacité de l'usine à peu près 180 000 tonnes de déchets par an. Et c'est à peu près la moitié de déchets alimentaires. Donc, on va avoir un nouveau système de collecte à la ville avec un nouveau sac pour justement les déchets alimentaires. Puis, je pense que c'est rouge chez nous, le sac. Voilà. Puis... l'autre partie, c'est des boues des stations d'épuration des eaux usées. Donc, à peu près moitié et moitié. On envisage de produire le biométhane, donc à peu près 6,6 millions de mètres cubes par an. Donc, comme j'ai dit, ça pourrait être à peu près 5 000, les émissions de 5 000 voitures par année, où ça couvre aussi 100% de la consommation de gaz naturel de la ville, donc des bâtiments de la ville, en fait. Donc, c'est des calculs qui ont été faits par la ville eux-mêmes. Eux, ils envisagent, en fait, comme j'ai dit tantôt, d'injecter dans le réseau de gaz naturel, donc de l'utiliser vraiment comme gaz. Mais il y a quand même des discussions aussi sur l'utilisation de ce gaz pour, justement, les bus, le transport en commun, donc le transport public, donc pour l'utiliser comme carburant dans ce bus-là. On va produire des digestats à peu près 83 000 tonnes par an. Donc, ils envisagent de faire un engrais solide avec la matière organique, qui ressemble un peu à un compost, en fait, qu'ils veulent valoriser. En fait, ils vont le valoriser comme terreau tout usage. Donc, on vise cette réglementation-là. Puis, on a notamment actuellement un projet en cours avec la Ville de Québec, bien qu'ils ont déjà, actuellement, ils ont déjà, en tout cas, une voie pour le valoriser, ce digestat-là. On est quand même en train de regarder... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres stratégies intéressantes pour le valoriser? Donc, nous, on travaille au laboratoire avec leurs produits pour vraiment voir qu'est-ce qui est en fait la voie la plus intéressante pour la valorisation de ce digestat. Est-ce que c'est un terreau? Est-ce que c'est un compost? Est-ce que c'est un mélange de différentes choses avec d'autres industries aussi? Donc, c'est des choses qu'on regarde actuellement.
Puis, ils ont aussi un engrais azoté, à peu près 5 000 tonnes par an, que là, les discussions sont encore en cours, mais bon, les voies qui ont été regardées, c'est comme valoriser justement comme engrais, par exemple pour l'horticulture, ou comme produit de base pour une autre industrie. Donc, ce n'est pas seulement l'industrie des engrais qui a besoin des sulfates d'ammonium, donc c'est un sulfate d'ammonium qu'on produit, mais il y a d'autres industries aussi qui pourraient l'utiliser comme produit de base. Donc, on cherche vraiment une synergie, en fait, entre les différents acteurs, donc les différentes industries au Québec. Et ainsi, donc, on envisage une réduction de gaz à effet de serre d'à peu près 9 500 tonnes de CO2 équivalent par année, et ça revient à peu près aux émissions de 2000 personnes. Donc, seulement avec cette usine-là. Alors, j'ai parlé beaucoup positive et je ne suis pas une vendeur de biométhanisation, mais j'aime quand même cette technologie-là. Mais toujours, les gens me demandent, est-ce qu'il n'y a pas une limitation? Donc, voilà, je vais vous la donner tout de suite. Et c'est quand même un projet qui est coûteux, on dirait. Donc, c'est un investissement ici à la Ville de Québec. Donc, on voit ici l'usine qui est en construction. C'est un investissement de 155 millions de dollars. Pourquoi je donne cet exemple-là du prix? Parce qu'au Québec, il y en a eu beaucoup de discussions. Donc, le grand public, il dit, en tout cas, s'il y a des commentaires sur ce genre de projet, ils disent, le compostage, ça a l'air beaucoup plus facile. Pourquoi on ne fait pas le compostage? Ça va être beaucoup moins cher, puis des choses comme ça. Puis voilà, je voulais vous montrer cet exemple parce qu'après, je vais parler du compostage. Et le compostage au niveau industriel, ce n'est pas tout à fait pareil de ce qu'on fait à la maison. Donc, ça implique quand même beaucoup de choses aussi. Donc, baser le choix sur les coûts, en tout cas, il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir en compte. Et ici, on voit seulement l'investissement. Mais il faut savoir aussi qu'avec les produits, justement, qu'on va aller commercialiser par la suite, on a des revenus aussi. Puis on a d'autres avantages aussi, comme je viens de vous montrer. On n'a plus de transport des engrais, on a toute l'autonomie, donc on a d'autres avantages aussi pour la communauté, pour l'environnement. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en compte aussi. Bien que ça ait un coût d'investissement, moi, je reste toujours favorable pour la biométhanisation pour ne pas confondre les choses, là. Parce que c'est un investissement, disons, qui vaut la peine et on va avoir notre retour. D'habitude, le retour de l'investissement d'une usine comme telle, c'est ça dépend de l'usine, mais c'est de 7 à 10 ans, là. Donc, c'est ça. Alors, technologie alternative et ou complémentaire. Donc, pour vous donner une idée, donc le compostage, j'en ai parlé déjà. Mais en fait, c'est quoi le compostage et c'est quoi la différence? Ici, on va utiliser les déchets organiques, donc c'est la même chose. Ici, j'ai mis un bac assez simple, mais tantôt, j'ai une photo un peu plus complexe. Donc, un bac de compostage, comme vous le connaissez probablement. C'est aussi un procédé qui va travailler avec des micro-organismes qui vont dégrader la matière, en fait. Les micro-organismes vont manger, puis ils vont convertir la matière organique en gaz de nouveau, mais ici, vu que c'est un procédé qui est aéré, donc on a besoin d'oxygéner ces piles-là. Donc, on va d'habitude utiliser de l'aération. Donc, on va aussi produire justement du CO2. Et ce CO2-là, en compostage, il n'est pas capté, il sort vers l'environnement. Il sort dans l'environnement. Donc ça, c'est quand même un avantage de la biométhanisation. On va capter le méthane qui est produit. C'est un procédé dans lequel on n'utilise pas d'oxygène et on va le valoriser. Donc ici, on a les émissions de CO2 qui sortent quand même dans l'environnement encore. Puis, on a aussi donc, un peu de méthane qui peut être produit donc, dans des zones où c'est comme plus, où il y a moins d'aération, disons. On a aussi des émissions d'ammoniac qu'on peut avoir et c'est là l'odeur de compost. Donc, si vous laissez vos déchets alimentaires dans votre maison un peu trop longue, là, disons, quand c'est en train de se transformer, ça commence à sentir. Ce n'est pas seulement l'ammoniac, là, il y a d'autres composés aussi, mais l'ammoniac en fait partie. Donc, en fait, on perd notre azote. Donc, une grande partie d'azote ammoniacal, on va le perdre à cause de l'évaporation d'ammoniac.
Donc, on en a moins dans le compost. Puis aussi, il y a une lixivia qu'on appelle qui sort. Donc, encore une fois, si vous êtes dans votre cuisine, vous laissez votre déchet alimentaire tout longtemps, il va y avoir une liquide en bas. Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez faire le test, mais peut-être faire le DOR. Donc, voilà, il y a une genre de liquide qui, lui aussi, bon, au niveau de votre maison, de l'échelle domestique, ça peut-être, c'est banal, en tout cas, vous le versez dehors ou pour alimenter vos plantes ou votre jardin, je ne sais pas trop. Mais au niveau industriel, si on fait le compostage au niveau industriel, ce liquide-là, il peut être énorme, puis ça peut prendre un traitement des eaux usées pour ce flux seulement, qui est aussi énorme. Donc, moi, je connais des usines de compostage qui ont, bon, en tout cas, qui ont des traitements des eaux usées qui ressemblent à un traitement des eaux usées pour un petit village, là. Donc c'est quand même intense. Tout pour dire, bon, en fait, on a aussi besoin, ça je n'ai pas encore mentionné, mais d'habitude, on a aussi besoin de matériaux structurants pour le compostage. Donc, on va, par exemple, ajouter des copeaux de bois qui, eux aussi, il faut les transporter. Donc, justement, pour avoir un procédé efficace, pour avoir une bonne aération de notre pile. Donc, je ne veux pas être négatif sur le compostage, certainement pas, parce que c'est un très beau procédé qui permet de produire un compost qui est très connu par la population, qu'on peut valoriser. Donc, c'est une magnifique technologie pour valoriser les déchets organiques. Je veux juste... le message que je veux dire, c'est que au niveau industriel, c'est quand même plus complexe de ce qu'on pense quand on voit notre pile à la maison. Puis c'est pour ça que les villes, d'habitude, ils font un choix assez raisonné s'ils vont aller choisir entre la biométhanisation et le compostage. Et je le dis comme ça parce que au Québec, il y a beaucoup d'argumentation de pourquoi eux, ils ont pris le compostage, pourquoi eux, ils ont pris la biométhanisation, puis des choses comme ça. Puis la population, vraiment, ils commencent, pourquoi à la ville de Québec, une usine de biométhanisation, ça coûte cher, mais c'est raisonné. Il y a différentes choses. Par exemple, bon, à la ville de Québec, on est en ville, on n'a pas nécessairement les copeaux de bois proches. Donc, voilà, le lixivia, ça prend un traitement des eaux usées. Aussi, le compostage, ça prend plus de place. Donc, ici, j'ai plus un compostage au niveau industriel qui est quand même encore assez petit, mais ça prend de la place parce qu'il faut avoir les piles. Ça prend plus de temps aussi. Donc, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Donc, les déchets s'accumulent. Donc, le choix est vraiment raisonné et c'est vraiment de cas par cas. Donc, on ne peut pas dire, bon, le compostage, c'est la technologie ultime, donc on va tous pour le compostage. Non, il faut raisonner, il faut penser plus loin. Et c'est sûr que le compostage a des avantages magnifiques pour des petites communautés, aussi à l'échelle de votre maison. Donc, c'est magnifique, c'est parfait. Mais voilà, je voulais juste quand même éclaircir que ce n'est pas nécessairement évident au niveau industriel, donc comme ça ressemble à la maison. Donc, le choix de biométhanisation au compostage, c'est quand même un choix qui est important à faire, là. Donc, il faut y réfléchir. Puis, finalement, donc aussi, donc la pyrolyse, donc c'est une technologie dont je voulais parler parce que de plus en plus au Québec, mais aussi en Europe, donc on commence à parler de cette technologie aussi pour la valorisation des matières résiduelles. Et la différence avec la pyrolyse, donc c'est ici, donc on va faire un traitement thermique aussi sans oxygène. Mais thermique, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 550, 650 degrés Celsius. Puis, par la suite, on va aller chercher, donc, d'habitude, bon, on peut jouer un peu dépendant des paramètres opérationnels qu'on va utiliser, mais on peut aller chercher un biochar, qu'on appelle, donc qui peut remplacer le charbon, ou qui peut aussi être utilisé, en fait, sur les terrains agricoles, donc comme amendement de sol, donc c'est un carbone. On a... une huile pyrolytique qui sort, qu'on peut aller valoriser aussi. Et on a un syngas qui sort, donc lui aussi, on pourrait aller valoriser par la suite. Donc, avec, bon, c'est composé de méthane, hydrogène, et il peut y avoir des impurités aussi. Là, donc, il faut quand même encore, d'habitude, le traiter.
Mais donc, ces technologies-là, donc, ça devient de plus en plus intéressant, donc, sûrement pour les déchets ultimes. Donc là, ce n'est pas des déchets organiques dont je parle ici, mais des déchets ultimes comme, par exemple, des pneus. On peut les valoriser comme tels. Bon, c'est un exemple. Aussi des résidus de construction, par exemple, ça pourrait offrir des solutions. Mais dans le domaine des déchets organiques dont on parle aujourd'hui, en fait, on est intéressé aussi à cette technologie. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, actuellement, il y a une nouvelle réglementation pour certains contaminants émergents. Donc, on parle de micropolluants aussi, mais qui peuvent rester dans les boues après biométhanisation, en fait. Puis, sur certains polluants, pour ceux qui sont plus dans le domaine, mais ça a commencé avec les PFAS, donc c'est des molécules qu'on trouve un peu partout, en fait, mais dans notre vie actuelle, mais qui sortent par la suite dans les boues et qui peuvent, en fait, pour lesquelles il y a des nouvelles réglementations aux États-Unis, et je pense que ça va suivre un peu partout dans le monde après. Donc, c'est pour ça que ces biosolides-là, donc biosolides ici, c'est en fait le digesta, par exemple, après biométhanisation. Lui, on pourrait encore ajouter un traitement thermique pour obtenir en fait un biochar, huile et syngaz, donc pour aller chercher d'autres produits là. Si c'est le cas, si en fait on ne respecte pas la réglementation. Donc je ne dis pas que c'est toujours le cas. Si on utilise seulement les déchets alimentaires, on n'aura pas ce problème-là. Donc ça dépend de quel type de matière on va aller traiter, mais ça c'est une technologie qu'on commence à voir davantage. Et d'ailleurs, nous, avec l'équipe de recherche, on a actuellement un grand projet de recherche dans lequel on est en train de construire une usine de pyrobiométhanisation. Donc, en fait, c'est la combinaison de biométhanisation avec la pyrolyse pour valoriser toutes les boues des stations d'épuration dans les coins de Los Angeles, donc en Californie. Donc là, on est en train de construire une usine de démonstration pour ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Donc, on suit les micropolluants, entre autres, dans ces procédés-là. Et c'est à ça que ça ressemble un peu, donc la pyrolyse. Donc, c'est complètement différent que le compostage. Hein. Donc, c'est des réacteurs qu'on voit ici. Là. Il y a différents types de réacteurs, là, mais ça est un qui est implanté. Alors, vraiment brièvement, donc, parce que c'était ça un peu le but de mon message aussi aujourd'hui, on commence à entendre parler de différentes technologies, dans les nouvelles, biométhanisation, compostage, un peu pyrolyse, puis tout ça. Donc, je veux juste brièvement résumer un peu les différences. Donc, biométhanisation, on va aller chercher le biogaz, donc on va le capter, donc on capte aussi les gaz à effet de serre, puis on peut récupérer les bioproduits. C'est un processus, j'ai mis semi-long, donc comparativement aux autres, évidemment, que j'ai mis ici. Donc, ça veut dire que, tu sais, en 30 jours, on peut avoir nos produits, là. Le coût, j'ai mis potentiellement élevé, donc comparé avec le compostage, par exemple. Mais ça dépend parce que le compostage, comme j'ai expliqué, ça peut avoir aussi un certain coût important. Donc c'est vraiment, en tout cas, et on peut avoir les revenus, plus de revenus avec la biométhanisation, à cause du gaz aussi. Donc voilà. Donc c'est là aussi qu'on va gagner plus rapidement en fait l'argent. On va le regarder. J'ai mis ici peu connu par le grand public. Comparativement au compostage, en fait. Donc, on commence à en parler davantage sur la biométhanisation, mais comparé au compostage, en tout cas, si je parle surtout pour le Québec maintenant, parce que je sais que les gens se posent plus de questions, c'est quoi la biométhanisation, ils comprennent moins la technologie. Et je l'ai mis là, je trouvais ça important parce que pour ce genre de projet, pour réussir, il faut aussi que les gens participent. Si on ne fait pas la collecte des matières résiduelles à la maison ou si on laisse nos fourchettes dedans, moi, en tout cas, je travaille avec les différentes usines à Québec. À chaque... au début, c'était ça, là, mais à chaque heure, il faut arrêter une machine parce qu'il y a une fourchette qui a bloqué un certain équipement. C'est manuellement qu'ils vont la retirer actuellement, donc dans l'usine dont je parle, mais...
juste pour dire que ça prend vraiment la participation du grand public et aussi, donc, bon, voilà, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler, puis l'acceptabilité sociale est importante là, pour la réussite de ce projet-là. Compostage, donc on peut produire un amendement de sol, mais ici on va, donc c'est un procédé, donc les avantages, procédés plus simples, on va aussi, c'est socialement accepté. Dans des petites communautés, ça peut être potentiellement moins cher aussi, comme j'ai expliqué tantôt, mais c'est quand même un processus plus lent, donc ça prend plus d'espace aussi. On a besoin d'oxygène et de matériaux structurants, et on produit un lixivia qu'on ne peut pas oublier aussi, qui est quand même important. Puis la pyrolyse, donc là, on produit un amendement de sol, un biohuile et syngas, donc tous des produits qu'on peut récupérer en fait. On va capturer les GES, donc les gaz à effet de serre, mais il faut quand même chauffer les réacteurs. Donc j'ai dit jusqu'à 650 degrés, donc comparé avec les autres, c'est quand même le procédé qui est le plus énergivore ici. Mais le processus est plus court, puis on peut aussi réduire les contaminants émergents et les micropolluants. Il y a beaucoup de recherches là-dessus actuellement, entre autres dans mon équipe, pour voir, en tout cas pour chercher différentes stratégies pour éliminer les micropolluants au maximum, en fait, avec ce procédé-là. Mais comparé aux autres, ici, je dirais que c'est très peu connu par le grand public. Donc, on est encore un peu plus loin. Mais au Québec, on voit quand même que ça commence. En tout cas, il y a de plus en plus de questions. Avant mon départ ici, en fait, c'était le ministère de l'Environnement qui m'avait appelé pour jaser un peu, pour parler un peu sur cette nouvelle technologie-là, parce qu'il y a un intérêt quand même du gouvernement aussi. Donc, il n'y a aucune solution unique ici, puis c'est pour ça que nous, dans l'équipe, on va faire, par exemple, des outils d'aide à les décisions pour aller aider les municipalités, aider les industries à faire un choix raisonné, en fait. Parce que, voilà, chacune des technologies a des avantages, peut-être des désavantages, mais ça dépend vraiment c'est du cas par cas, donc ça dépend vraiment où est-ce qu'on va l'installer en fait. Mais c'est tous les trois, les technologies, c'est des technologies magnifiques, là, on se comprend bien. Donc ça peut vraiment offrir des solutions intéressantes pour la valorisation des matières résiduelles. Une chose que je voudrais quand même indiquer, c'est que on peut quand même déjà, par type de déchets aussi, avoir une préférence pour une certaine technologie parce qu'en pyrolyse, on a besoin quand même d'une certaine sécurité. Donc, c'est plus pour les déchets plus sèches, puis plus aussi en fin de vie, là, mettons, vu que c'est plus énergivore. Tandis qu'en biométhanisation, donc la stratégie la plus appliquée, c'est la biométhanisation liquide, donc déchets alimentaires, boue, donc c'est comme plus en voie liquide. Compostage est un peu entre les deux. Puis, si c'est très biodégradable, donc on va plus opter pour la biométhanisation. Si vous avez des déchets verts, de la pelouse, par exemple, c'est déjà moins biodégradable. Donc, on voit beaucoup de villes qui vont opter pour un compostage pour ces déchets verts. Voilà, biométhanisation pour des déchets alimentaires, par exemple. Donc, c'est vraiment aussi par type de déchets qu'on veut aller valoriser. Donc, alors, ça fait déjà beaucoup, mais encore pour finir, quelques défis actuels et innovations dans notre équipe. Au niveau de la prise de décision, donc c'est surtout là-dessus que je voulais parler aujourd'hui. La composition des résidus ou des déchets, c'est toujours variable. Donc, c'est variable dans le temps, mais c'est variable dans l'espace aussi. Donc, hier, j'ai donné l'exemple aussi, mais pour les matières résiduelles, c'est la même chose. Ici, par exemple, on ne mange plus, disons, de frites, puis en Chine, on ne mange plus de riz. Donc, les déchets alimentaires qu'on va avoir et nos résidus humains aussi, ce n'est pas pareil. Le choix de technologie, ce n'est pas nécessairement pareil non plus parce qu'on n'a pas la même composition, en tout cas de nutriments dans les résidus. Voilà. Vient avec donc, la sélection des technologies et les choix opérationnels. Donc, comment on peut le faire résonner. Donc, est-ce qu'on fait pyrolyse, compostage, à quelle température, des choses comme ça. La localisation de l'usine, c'est un défi aussi.
Je vais en parler un petit peu. La valorisation des produits. Donc, il faut, comme j'ai dit au début, trouver un marché pour les produits récupérés. Puis aussi, comment est-ce qu'on peut optimiser de façon économiquement, en fait, tout ça. Donc, si on a un bon prix d'investissement, évidemment, on veut un retour d'investissement rapide. Donc, comment on peut l'optimiser de façon économique. Donc, pour tout ça, donc, on a besoin en fait d'une variété de technologies, puis aussi d'outils d'aide à des décisions pour sélectionner de façon optimale des filières de valorisation. Donc, on va plus penser en filières. Donc, commençons avec en fait la collecte des matières résiduelles. Par la suite, le traitement. Donc, et la localisation va dépendre de où on va collectionner les matières résiduelles. Puis par la suite, on a aussi la valorisation des résidus, en fait pas des résidus, mais des produits qu'on va produire. Donc là, il faut voir, il faut aussi considérer les transports pour les valoriser. Donc, on ne veut pas nécessairement créer un engrais pour le valoriser 500 km plus loin. Donc on va perdre notre avantage. Donc, tout ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous, donc c'est vraiment un de nos projets plus en modélisation. On a développé un outil d'aide à la décision, c'est Optimo. Donc, il existe un site web donc pour la valorisation des matières organiques. Et pour ce projet, on a travaillé ensemble avec justement le département de géomatique dans notre université. Pour vraiment inclure aussi tous les transports de ces produits-là et le transport des matières résiduelles. Donc, le but, c'est vraiment d'aller diminuer les coûts, les gaz à effet de serre, l'impact social en même temps. Et l'impact social, donc, par exemple, ça peut impliquer aussi, donc, si on va avoir, en tout cas, nos boues, par exemple, ou les déchets alimentaires, on ne veut pas nécessairement que les grands camions ils traversent donc, le centre de Bruxelles, donc on va en tenir compte aussi. Puis tout en respectant évidemment la réglementation. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on a commencé avec le Québec, on a créé une grande base de données avec tous les terrains agricoles, toutes les industries, tous les flux de matières résiduelles en fait qu'il peut y avoir pour vraiment aller chercher des synergies. Puis là, on a fait différentes études de cas, donc on est encore en train d'en faire là, pour optimiser l'outil, mais vraiment de simuler donc, des filières optimales. Donc on a une étude de cas avec une ville qu'on travaille. Donc eux, ils veulent augmenter la capacité parce qu'ils ont des bioréacteurs, donc ils ont des réacteurs de biométhanisation, mais ils n'ont pas, ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu drôle, mais ils n'ont pas suffisamment de matières résiduelles. Donc, je veux dire, donc ils veulent inclure les industries aussi. Donc là, avec l'outil, on va faire des simulations. Quelles industries seraient intéressantes, combien de déchets est-ce qu'ils produisent, puis lesquels seraient intéressants d'inclure en fait dans votre projet de biométhanisation. Donc avant, puis par la suite, c'est à eux évidemment de les contacter, puis ils peuvent faire par la suite avec les résultats ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qui a en fait du sens au niveau environnemental et économique donc de ce côté-là. Puis un autre projet qu'on a, c'est plus sur la distribution des produits finis. Cet engrais-là, où est-ce qu'on peut le valoriser? Est-ce qu'on va faire un engrais liquide, puis le valoriser ici proche, mais ça prend moins d'investissement à la source? Ou est-ce qu'on va faire un engrais granulé? On peut le vendre peut-être plus cher, mais on doit le transporter plus loin. Donc, c'est comme le genre de décisions qui sont très complexes à prendre, en fait, avec nos cerveaux ou avec un petit papier, mais que cet outil-là qui contient toutes les données, que ça peut faciliter les choses, en fait. Donc aussi au niveau de la localisation de l'usine, je vais le montrer ici tout de suite, mais par exemple si on va localiser, mettons que l'usine est... mettons que l'usine est là, donc il faut considérer, par exemple, si la collecte de matières résiduelles est ici et le transport est là, ben voilà, on peut aller voir où est-ce que je vais placer mon usine pour avoir le moins de transport puis le moins de dérangement, là, disons, possible. Aussi, donc ici, bon, je l'ai expliqué, mais est-ce qu'on va aller valoriser nos produits à point B ou point C si mon usine est à point A? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Puis aussi, prédire dans le temps. Donc, est-ce que si la population continue à augmenter, voilà, dans 10 ans, par exemple, est-ce que ça va être toujours aussi intéressant d'avoir notre usine à cet endroit-là et de valoriser nos produits là-bas, par exemple?
Donc, tout dans le but donc, de maximiser la récupération, pas la récupération d'argent, mais je veux dire maximiser les revenus, aussi la récupération d'énergie et de nutriments, puis de minimiser en fait les coûts, les transports et les gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est un de nos projets en fait qui est assez concret déjà, qu'on a un grand projet sur lequel on a travaillé avec beaucoup d'acteurs au Québec et qui est maintenant, cet outil, on est en train de l'utiliser aussi dans une étude de cas à Tel Aviv, en Israël, où on a implanté dans une usine de traitement des eaux usées, donc celle de Tel Aviv, on a implanté, il y avait déjà un réacteur de biométhanisation. Là, on est en train d'ajouter, suite à nos recherches, en fait, la récupération de sulfate d'ammonium. Et avec cet outil-là, on est en train de voir où est-ce qu'on peut le valoriser dans la région. Là. Donc voilà, pour donner une idée de genre de projet qu'on fait aussi. Alors, message à retenir, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc de la toilette à l'assiette. Donc le message que je voulais donner ce soir, c'est qu'il n'y a aucune solution unique, donc il y a beaucoup de débats toujours, puis s'ils me demandent c'est quoi votre technologie préférée, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais moi j'ai pas de technologie préférée, c'est vraiment de cas par cas, donc il faut il faut bien réfléchir avant d'implanter une technologie. Et dans ce contexte-là, le numérique, c'est vraiment incontournable en fait pour vraiment bien optimiser les filières de valorisation et faire un choix raisonné. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Puis voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos projets de recherche, vous pouvez toujours me contacter. Et comme j'ai dit tantôt, je suis aussi très active sur LinkedIn. Je fais régulièrement des posts sur nos différents projets aussi. Là. Donc, merci beaucoup.